Madame, Monsieur, bonsoir. Donc une édition spéciale de la rédaction de TF1 pour revenir sur le drame sans précédent qui a frappé l'Amérique à 9h ce matin, 15h française. Patrick Poivre d'Arvor vous l'a dit. Nous essaierons de le faire avec les dernières images, les derniers témoignages et les dernières explications avec tous nos envoyés spéciaux. C'est donc un bilan terrifiant. 2 avions se sont abattus sur les tours du World Trade Center, un autre sur le Pentagone. Le bilan serait donc terrible. Nous allons y revenir tout de suite. Sachez aussi qu'à Paris, Jacques Chirac est rentré de Bretagne. Lionel Jospin a tenu avec lui une réunion de crise. Nous reviendrons sur tout cela avec nos envoyés spéciaux, nos invités et nos commentateurs pour essayer de comprendre, au fond, les développements de ce drame. Qu'est-ce qui peut se passer sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan diplomatique et également sur le plan économique. Mais revenons tout de suite sur les drames de Washington et de New York avec Sylvie Pinatel. À l'heure où des dizaines de milliers de New-Yorkais se rendent au bureau, peu avant 9h locale, un premier avion percute l'une des 2 tours du World Trade Center. On croit alors encore à un accident. Mais 18 minutes plus tard, alors que les télévisions américaines diffusent en direct les images de la catastrophe, un autre appareil s'écrase sur la 2e tour. Il est 10h28, heure locale. Des personnes prises de panique, sans autre espoir, sautent dans le vide avant que les 2 immeubles ne se désintègrent entièrement. Des milliers de tonnes de débris tombent dans tout le quartier, faisant craindre un terrible bilan, notamment parmi les centaines de sauveteurs qui avaient accouru de tous les quartiers. Au même moment, à Washington, cette fois, un avion s'écrase près du Pentagone, déclenchant une gigantesque explosion. Plus de 20 000 personnes travaillent dans cet immeuble. La Maison-Blanche, le Capitole, le département du Trésor sont évacués, alors qu'un 3e avion s'écrase à Pittsburgh, en Pennsylvanie. En tout, ce sont 3 avions suicides, victimes chacun d'un détournement, qui ont donc détruit les symboles de la puissance financière et militaire de l'Amérique. Le bilan de ces attentats sans précédent sera sans doute, comme l'a annoncé le maire de New York, terrifiant. Alors bien sûr, depuis le début de l'après-midi, des images nous arrivent en permanence des États-Unis. Nous vous les avons commentées tout au long de ces éditions spéciales. Mais je vous propose aussi de découvrir les toutes dernières images, puisque nous ne cessons d'en recevoir. Nous allons donc retrouver les images terrifiantes de ces dégâts provoqués à New York par les 2 crashs de ces avions sur le World Trade Center. Images commentées par Cyril Offray. Déambulant au milieu des milliers de tonnes de gravats effondrés, les sauveteurs sont comme immobiles, désemparés. Venus aussi rapidement que possible sur les lieux de l'attentat, ils ont eux-mêmes été pris au piège. Certains se trouvaient à l'intérieur des tours du World Trade Center lorsqu'elles ont commencé à vaciller, puis tomber. Nous sommes restés parce que notre officier était prisonnier. Nous avons essayé de creuser pour le libérer et c'est alors que tout s'est effondré autour de nous. Dans cet amas informe, les sauveteurs essaient sans relâche de trouver la trace de quelques survivants. Mais la tâche s'annonce quasi impossible. Aucune idée encore du nombre des victimes, mais les explosions successives, la panique et surtout l'heure du drame laissent présager le pire. Alors et au fur et à mesure aussi nous arrivent de nouveaux témoignages et nous avons pu joindre un témoin qui se trouvait dans l'une des tours du World Trade Center au moment du drame et il a assisté à la fois au crash de l'avion et à l'explosion de la tour. Écoutons-le avec Dominique Lagroux.
On était au premier étage de la première tour qui s'est effondrée. Et au début, on a senti une légère vibration. Et puis d'un seul coup, des tonnes de débris ont explosé dans le restaurant où nous nous trouvions. Et puis après, on a essayé par tous les moyens de s'échapper. Alors, vous avez pu l'entendre avec ce témoignage, ça a été véritablement des scènes de panique au moment de, d'abord le crash de l'avion, puis de l'effondrement de ces deux tours. De nombreux témoignages ont ensuite été recueillis par les survivants et qui ont pu échapper non seulement à l'explosion, mais aussi à l'épaisse fumée qui régnait autour de ce tour du World Trade Center. Je vous propose d'écouter tous ces témoignages recueillis et rassemblés par Alain Amar. Après les premiers moments de stupeur et d'horreur, les forces de l'ordre bouclent un large périmètre autour du World Trade Center, fermant l'accès au sud de Manhattan. Les témoignages, recueillis par les caméras des télévisions américaines, sont impressionnants. Des dizaines de personnes auraient été vues en train de sauter des fenêtres des deux tours. Je regardais le feu et j'ai vu des gens tomber des fenêtres. C'était terrifiant. J'ai entendu une énorme explosion, tout s'est assombri, ça n'était pas de la neige. Je me suis retourné, ça venait du bâtiment et c'était un vrai cauchemar. Je descendais la 6e avenue, des gens remontaient la rue très vite. Je lève la tête et je vois la tour qui s'effondre. Tout le monde s'arrête et hurle. Et au même moment, un pompier me dit que le Pentagone venait aussi d'être touché. J'allais prendre mon métro pour aller à mon bureau et donc à ce moment-là, la première tour était en feu avec des flammes et de la fumée. C'était vraiment incroyable à voir. Et à ce moment-là, j'ai vu un deuxième avion, un genre de Falcon. C'était vraiment un jet qui est arrivé. Donc je me suis dit, il doit être rempli d'eau et il va essayer d'éteindre les flammes. Mais en fait, pas du tout. Il est arrivé dans à peu près aux 3/4 de la deuxième tour. Et à ce moment-là, il y a eu un crash incroyable. Tout a volé en éclats. On voyait encore les éclats blancs de l'avion qui volaient comme des confettis, et à ce moment-là, la deuxième tour a pris feu et tout ça s'est embrasé. Et tous les New-Yorkais étaient en train de voir ça. Enfin, c'était vraiment incroyable, ça faisait froid dans le dos. L'effondrement des deux tours a provoqué des vagues de panique dans les rues voisinantes. Des milliers de personnes recouvertes de cendres et de débris, certains blessés, couraient dans les rues en direction du nord. Un grand boom. Je descends les marches, tout allait bien jusqu'à mon arrivée au sous-sol. Nous avons été pris au piège avec un autre type et on a été touché à la tête. Nous avons réussi à sortir des décombres. On s'en est bien tiré finalement. D'autres poussaient des cris d'effroi, d'autres encore étaient en pleurs. Je pensais pas que ça puisse arriver. Vraiment pas. Je pensais pas que quelque chose comme ça puisse arriver. Je pensais que nous étions en sécurité. À partir du moment où on a été touché, l'immeuble a été touché, moi j'ai été projeté contre la fenêtre. Moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu. Et il y a des gens qui descendaient les escaliers. La télévision vient de faire un appel aux donneurs de sang pour que les gens aillent donner leur sang dans les hôpitaux de New York, du nord de New York. Et viennent de faire également un appel pour les chirurgiens plasticiens parce que manifestement il y a beaucoup de monde qui a souffert de brûlures vraisemblablement. Donc un appel est fait, mais malheureusement personne ne peut y accéder puisque les aéroports sont entièrement fermés ainsi que les trains. Il n'y a plus aucun moyen pour y arriver. Vers midi, heure locale, la plupart des immeubles de bureaux de Manhattan, même ceux situés très loin du lieu de l'attentat, ont été évacués. Il était donc environ 9 heures quand l'attentat, quand les deux avions se sont écrasés sur les deux tours du World Trade Center. Autant dire qu'il y avait beaucoup de monde déjà dans ces bureaux, on dirait environ 25 000 personnes. Dès que les avions sont écrasés, les secours ont commencé à arriver. Et puis ensuite, les secouristes ont été eux-mêmes pris dans l'explosion et l'effondrement de ces deux tours. Autant dire que des scènes de panique ont été enregistrées. Voyez ces images commentées par Sylvie Sancy. Ces hommes sortent tout droit de l'enfer. Il est 16 h environ, heure de Paris, et la tour sud du World Trade Center vient de s'effondrer, comme un château de cartes. Pour les sauveteurs, ce qui était déjà difficile devient quasiment impossible, surtout que nombre d'entre eux sont sûrement morts dans l'effondrement. Nous sommes ici dans les sous-sols de la tour sud,
quelques minutes après sa destruction. Aussi étrange que cela paraisse, on le voit d'ailleurs sur ces images, les murs du sous-sol sont restés intacts. En revanche, les gravats qui jonchent le sol et les vitres en miettes témoignent de la violence de l'impact et de tout ce qui a suivi. Les sauveteurs s'introduisent alors de nouveau dans les entrailles de la tour à la recherche hypothétique de survivants. Leur progression est lente, ils doivent se diriger quasiment dans l'obscurité et à tout moment, des plafonds ou des pans entiers de murs risquent de leur tomber dessus. Visiblement, les étages au-dessus n'existent plus. Cet escalator est sûrement la dernière possibilité d'aller plus haut. Tout au long de la journée, des sauveteurs venus de tous les États-Unis sont arrivés à New York. Il y avait environ 40 000 personnes qui travaillaient dans ces deux tours. Autant dire que les hôpitaux de New York, aux alentours de ce World Trade Center, ont été mobilisés. Des centaines de blessés sont arrivés. Les chirurgiens, les médecins, les infirmières se sont mis instantanément au travail. Voyons ce qu'il en est avec Nicolas Escoulan. Le premier avion de ligne vient tout juste de frapper le World Trade Center et déjà les premières victimes, puis la panique. Les employés qui venaient d'arriver à leur bureau et qui ne sont pas déjà prisonniers des tours jumelles prennent la fuite. En quelques minutes à peine, un spectacle terrifiant se déroule dans les larges avenues de New York. Dans la cohue, les premiers secours s'improvisent sur les trottoirs. Mais le pire arrive lorsque l'une des deux tours percutées s'effondre sur toute sa longueur. Des témoins affirment avoir vu des personnes sauter par les fenêtres. En quelques secondes, le World Trade Center se referme sur ses occupants comme un immense cercueil de béton et d'acier. La panique dans les rues prend une toute autre dimension. Ceux qui n'ont pas été soufflés par l'effondrement s'étouffent dans le nuage de poussière qui très vite envahit le sud de Manhattan. D'autres organisent des postes médicaux avancés dans la rue. Les ambulanciers, eux, tentent en vain d'évacuer les victimes dans des hôpitaux débordés alors que les premières écoles sont évacuées. Impossible pour le moment de connaître le nombre des victimes de l'attaque terroriste qui a frappé New York et Washington. Mais les explosions, la panique et surtout l'heure à laquelle la catastrophe est survenue laissent déjà présager le pire. Alors bien sûr, de nombreux ressortissants français se trouvaient à New York au moment du drame. Une cellule et un numéro de téléphone spécial a d'ailleurs été mis en place au Quai d'Orsay pour les familles de ces ressortissants français. Nous vous le donnerons dans un instant. Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un des Français qui se trouvait tout proche de l'explosion, du crash de l'avion tout d'abord et de l'effondrement des tours. Écoutons-le avec Haute-Silan. L'ambiance est horrible, tous les gens sont dans la rue, ils remontent du sud vers le nord. Donc ils remontent de Soho et tout ça vers plutôt Upper East Side. Et en laissant, ils ont des valises, ils sont tous une espèce d'ambiance, je sais pas, qui est indescriptible. Vous voyez, personne ne parle, ils sont tous avec leur téléphone portable qui ne marche pas. C'est une drôle d'ambiance. Et puis tous les gens sont à leur fenêtre dès qu'on entend un avion qui passe. Donc voilà, on a tous très peur qu'il y ait une suite en fait, vous voyez. Alors les voici, ces numéros de téléphone. Tout d'abord le numéro de téléphone mis en place par le Quai d'Orsay, le 45 55 80 00. Également un numéro de téléphone mis en place par Air France, car vous le savez, tous les avions à destination des États-Unis ont été annulés ou même ont été obligés de rebrousser chemin. Revoyons des dernières images qui viennent de nous parvenir sur les scènes de panique littéralement, qui ont envahi les rues de New York après l'effondrement des tours du World Trade Center. Images commentées par Sylvie Pinatel. La panique s'est emparée de New York en quelques instants. Un chaos général sur fond de fumée noire, dans un bruit assourdissant de sirènes, de cris et de pleurs. Des milliers de gens, recouverts de cendres, de poussières et de débris, ont quitté en courant les bureaux, les immeubles et les écoles avoisinantes en direction du nord. 40 000 personnes travaillent chaque jour dans les deux tours jumelles, sans compter les dizaines de milliers d'autres qui sont employés dans les bureaux et les immeubles alentours. Ils ont dit d'aller au nord. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh mec, tout a explosé, je ne sais pas. Je suis descendu, je suis vivant. J'espère que ma femme aussi. Les parents qui avaient déposé peu de temps avant leurs enfants à l'école sont revenus affolés les récupérer. Chacun tentait de joindre ses proches par téléphone, en vain, tous les réseaux ayant apparemment disjoncté. Au carrefour, les policiers
tente de faire la circulation entre les piétons et les véhicules. Ambulances et camions de pompiers circulant, sirènes hurlantes. Le maire de New York a demandé à ses habitants de quitter le sud de l'île de Manhattan en bon ordre. Je demande instamment aux New-Yorkais de garder leur calme, a-t-il dit. Peine perdue, c'est bien le chaos qui règne ce matin à New York. Alors essayons de comprendre au fond ce qui s'est passé, une attaque terroriste sans précédent. Bernard Volcker, on n'avait jamais vu ça, puisque au fond 4 avions ont convergé vers des centres aux États-Unis, New York, Washington, un autre s'est écrasé près de Pittsburgh. Vraisemblablement les commandos étaient très organisés, on a parlé du FPLP au départ, ensuite on évoque également l'hypothèse Oussama Ben Laden. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je crois que ce soir, on ne peut pas dire grand-chose, parce que dans le monde entier, c'est la stupeur et l'inquiétude. Même si l'on soupçonne une opération extraordinaire de précision et de sophistication, des milieux islamistes extrémistes, personne ne sait à cette heure-ci rien du ou des commanditaires de ces attentats. La piste qui est donc le plus souvent citée pour le moment, c'est celle du fameux milliardaire saoudien Bin Laden, qui a 44 ans, qui a déjà à son actif plusieurs attentats anti-américains. Comment a-t-il pu, de son refuge, de sa grotte en Afghanistan, organiser une opération aussi complexe que celle-ci, sans avoir un réseau sophistiqué, parce qu'il a fallu pour organiser ces 4 attentats un réseau bien installé aux États-Unis et depuis longtemps. Il a fallu que ces personnes soient transportées, qu'elles soient renseignées dans les aéroports, qu'elles puissent avoir des armes pour entrer dans les avions, qu'elles sachent piloter des avions, parce qu'il est évidemment impossible de demander à un pilote de se jeter dans une des tours du World Trade Center. On peut imaginer que ces terroristes donc étaient à bord des avions et ont eux-mêmes à un moment piloté les avions jusqu'à ces cibles. Comme le disait tout à l'heure le pilote qui était là, effectivement, ça n'est pas très sophistiqué, ça n'est pas très compliqué de piloter un avion pendant quelques instants, parce que ça n'est pas difficile. Pour l'écraser sur une tour. Oui, il faut quand même un entraînement. On ne peut pas arriver dans un cockpit sans savoir où est le manche à balai, où sont les commandes, où sont les gaz. Et l'équipage peut opposer une résistance. Donc le pilote, le terroriste, il ne s'agit pas de gens qui sont seuls. Il faut donc au moins 2 ou 3 personnes, un commando qui neutralise les pilotes, qui éventuellement les exécute, les emmène ailleurs et qui prennent pendant quelques instants les commandes de l'avion. L'avion qui s'était écrasé à Pittsburgh, pourquoi s'est-il écrasé au milieu de nulle part? C'est sans doute parce que là, l'opération a échoué. C'était un avion qui devait peut-être aller à New York ou sur la Maison Blanche. Oui, une hypothèse d'attaque aussi par les forces aériennes américaines de cet avion a été avancée tout à l'heure. On n'en a pas encore la confirmation. Difficilement le président des États-Unis donnait l'ordre d'abattre un avion qui se promène au-dessus de Pittsburgh et qui, dont même s'il pouvait peut-être menacer les intérêts à Washington. Une question aussi qui se pose, c'est est-ce qu'il y a derrière Bin Laden un pays, le seul pays qui pourrait éventuellement l'avoir aidé par esprit de vengeance, c'est l'Irak de Saddam Hussein. Alors là, les services de renseignement occidentaux sont en ce moment mobilisés sur cette question et je ne sais pas si on aura rapidement la réponse. En tout cas, l'Amérique, elle est blessée, elle est meurtrie comme elle l'a jamais été depuis Pearl Harbor. Le président Bush doit maintenant relever un défi absolument terrible. Alors on va y revenir avec vous Bernard, bien sûr, pour savoir ce que le président américain peut faire maintenant, comment il peut riposter. Tout de suite on rejoint Bertrand Aguirre à Jérusalem. On a vu des scènes de liesse chez les Palestiniens, mais également bien sûr une grande inquiétude pour les autorités israéliennes. Comment on envisage la suite, et notamment sur le plan politique et diplomatique, Bertrand? Écoutez, pour l'instant, d'abord 2 choses. La première chose, c'est que la population israélienne suit heure par heure ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez que beaucoup d'Israéliens ont de la famille aux États-Unis. Et puis, bien évidemment aussi, au plus haut niveau politique, des mesures ont été prises. Le cabinet de sécurité s'est réuni. Ariel Sharon a demandé que toutes les représentations diplomatiques israéliennes soient évacuées aux États-Unis. L'espace aérien israélien est fermé, à l'exception de la compagnie nationale El Al. Des patrouilles de F-16 survolent en permanence le ciel israélien. L'on vient d'apprendre également à l'instant que les frontières terrestres d'Israël avaient été fermées. Ça concerne essentiellement donc la Jordanie et l'Égypte. Donc évidemment une tension extrême ici. Je voudrais aussi ajouter que pour l'instant aucun lien direct n'a été établi entre cette série d'attentats et la situation au Moyen-Orient et que tout amalgame pour l'instant serait prématuré. Il ne pourrait qu'envenimer une situation qui est déjà très explosive ici. Merci Bertrand, on vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale
Alors, Bernard Volker, vous nous parliez bien sûr de ce milliardaire islamiste, Oussama Ben Laden, qui serait peut-être à l'origine de ces attentats terroristes. Vous rappelez qu'il avait déjà menacé il y a 3 semaines à peine les intérêts américains d'attaques terroristes très, très puissantes. Alors, voyons qui est ce milliardaire, comment il agit donc de l'Afghanistan avec Marine Jacquemin. Derrière l'apparence trompeuse d'un grand bédouin se cache pour les Américains le diable en personne, Oussama Ben Laden. Sa tête est mise à prix par le FBI, 5 millions de $, mais l'homme compte sur la protection d'Allah et plus encore sur celle des talibans pour défier l'Occident. D'où vient le mécène du djihad mondial? Ben Laden est né à Riyad il y a 44 ans dans une riche famille saoudienne. Ce milliardaire fondamentaliste s'engage très tôt en Afghanistan contre les soviétiques dans la guerre sainte, la guerre des Moudjahidines, qui a d'ailleurs le soutien total de la CIA, ses filières d'armes et même ses missiles, dans des bases à la frontière du Pakistan où s'entraîneront des générations d'extrémistes. Après le retrait soviétique en 89, Ben Laden, devenu héros de la résistance afghane, revient en Arabie très radicalisé. Il se forge alors une haine féroce contre les Américains qui se sont installés dans la région à la faveur de la guerre du Golfe et qui n'en partiront plus. On le retrouve à Khartoum en 92, le Soudan intégriste, où il finance déjà des camps de terroristes selon la CIA. Il est déchu de sa nationalité saoudienne. Devenu hors la loi, il est alors le principal suspect dans des dizaines d'attentats, principalement contre les intérêts américains. Mais sa plus belle bataille, il la livre en août 98 dans les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, 224 morts. Il est aussi responsable de l'attentat contre le destroyer américain USS Cole au Yémen, 17 morts. Depuis, il obsède les services secrets de la planète. On croit le voir partout, en Tchétchénie, en Malaisie, aux Philippines. Son ombre se profile derrière tous les groupes terroristes, Abu Sayyaf, les GIA. Mais au-delà de ces réseaux, le plus préoccupant concerne l'arsenal d'Oussama Ben Laden, réfugié et surprotégé dans l'Afghanistan des talibans avec une fortune estimée à des milliards de francs. Le banquier de la guerre sainte, que l'on voit ici mariant son fils en février dernier, pourrait menacer le monde selon des sources très informées d'une attaque biologique, voire d'une explosion nucléaire. En quelques années, l'homme est devenu pour des millions de musulmans, Oussama le rebelle, l'emblème de leur résistance. Alors, outre l'attentat qui a été perpétré contre le World Trade Center de New York, vous le savez, c'est les bâtiments du Pentagone qui se trouvent à 1 kilomètre environ de Washington qui ont été visés puisqu'un autre avion s'est écrasé sur le bâtiment qui peut contenir environ 10 000 personnes. Le rappel de ce drame avec les dernières images commentées par Olivier Santiki. Quelques minutes après la tragédie de New York, c'est au tour de Washington d'être frappé de plein fouet. Un autre symbole de l'Amérique est en flammes, le Pentagone, cœur du système militaire du pays. Comme à Manhattan, un avion de ligne, sans doute le vol American Airlines 77, vient de s'abattre sur le plus grand bâtiment du monde, où travaillent jusqu'à 29 000 civils et militaires. Une partie de la façade s'est effondrée. Déjà très vive après l'attentat contre le World Trade Center, la tension se transforme en chaos dans Washington. 2 explosions, peut-être de voitures piégées, ont retenti dans le centre-ville. Et les services de sécurité entreprennent l'évacuation de dizaines de milliers de personnes hébétées. Je suis abasourdie, complètement effrayée, et je prie pour nous tous. C'est terrible, pas seulement pour moi, mais surtout pour les centaines de personnes qui sont probablement déjà mortes. Lorsqu'on attaque nos immeubles à Beyrouth ou des endroits comme ça, il faut réagir fortement, sinon ça continue. Ces attentats, c'était juste une question de temps. Le Trésor, le Capitole, le département d'État, tous les bâtiments fédéraux sont abandonnés par crainte d'une nouvelle action terroriste. J'étais au département du commerce au beau milieu d'une réunion et ils ont fermé tous les immeubles. C'est un peu effrayant. Le passage d'un Boeing 747 dans le ciel de Washington et les patrouilles de chasseurs F-15 de l'US Air Force ajoutent à la panique. Cette fois, c'est une fausse alerte. On ignore encore le nombre de morts et de blessés qui, comme à New York, pourraient être très élevés. Les services secrets, eux, n'ont pas attendu un nouvel attentat. 1 heure seulement après l'attaque, ils évacuaient sans ménagement la Maison Blanche et ses environs, les yeux toujours rivés vers le ciel.
Alors revenons maintenant vers New York pour essayer de mieux comprendre. Nous allons solliciter le plus de témoignages possible, essayer de trouver les dernières images, vous les commenter, écouter les témoins. Nous avons au téléphone justement une femme qui se trouvait à proximité du World Trade Center de New York et qui a vu toute la scène, c'est-à-dire les avions s'écraser, puis les tours s'effondrer. Madame, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, où étiez-vous exactement quand le premier avion s'est écrasé sur l'une des tours ? En fait, justement, nous étions en train lors de premier crash, nous étions en train de monter, en fait, dans un autre bâtiment qui se retrouve à peu près 1,5 km de World Trade Center. Donc, en fait, on n'a pas vu de nos yeux le premier crash, mais on est arrivé tout de suite après. On a vu donc du 32e étage le bâtiment qui brûlait complètement. Et donc, forcément, tout le monde est venu. On a regardé le bâtiment brûler. Et pendant qu'on regardait, on voyait un deuxième avion qui volait très, très bas. Et tout le monde s'est demandé, parce qu'on croyait que c'était un accident, le premier, tout le monde s'est demandé pourquoi l'avion était là. Il a fait le tour du bâtiment, il est rentré direct dans le bâtiment, et donc il y avait une énorme boule de feu qui sortait du bâtiment. Tout le monde qui était complètement choqué, et bien sûr qui était totalement incrédule. Personne ne croyait leurs yeux. Il y avait des personnes qui pleuraient, qui criaient. En fait, c'était quand même un état de choc total. Et est-ce que vous avez vu à ce moment-là des gens qui se trouvaient à l'intérieur de ces tours essayer de s'échapper par les fenêtres de ces tours ? Justement, en fait, des personnes qui travaillent pour la société dans ces bâtiments sont venues par la suite nous raconter que justement, il y avait des personnes qui soit étaient projetées des fenêtres ou qui sautaient des fenêtres des bâtiments. Et justement, l'évacuation apparemment du deuxième bâtiment n'était pas du tout immédiate, mais les personnes sont restées longtemps dans l'immeuble en pensant qu'en fait ça n'allait pas être affecté, et donc en fait ces personnes se sont trouvées en catastrophe totale. Et comment avez-vous vu arriver les premiers secours, et comment ces premiers secours ont-ils pu agir ? En fait, vis-à-vis des premiers secours, de notre point de vue, en fait, comme on était dans ce bâtiment qui était un peu à distance, nous avons vu, comme je pense tout le monde, des choses qui se passaient plus en détail et plus rapprochées par les biais des médias, parce que nous étions quand même pas à côté. Ils laissaient personne approcher, ce qui est quand même plutôt normal, mais apparemment les premiers secours sont arrivés, mais ils peuvent pas approcher des bâtiments du tout, parce qu'il y a toujours des débris qui tombent, extrêmement dangereux. Des secours ont énormément de problèmes à approcher ces bâtiments. Il y a de notre propre société des centaines de personnes qui manquent à l'appel. Alors Madame Parvis, ensuite, est-ce que vous avez pu assister, est-ce que vous avez vu l'effondrement de la première puis de la deuxième tour ? Tout à fait. Nous avons vu donc de cet étage, nous avons vu complètement l'effondrement des bâtiments qui se sont effondrés comme des châteaux de cartes, complètement du bas en haut, comme des explosions de bâtiments professionnels. En fait, c'était complètement des explosions et les bâtiments se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Je vous remercie beaucoup, Madame Parvis, pour tous ces témoignages qui nous font mieux comprendre le drame et la panique qui a pu s'emparer des habitants de New York au moment de l'explosion et du crash. Je vous propose tout de suite d'écouter George Bush, qui, vous le savez, était en Floride au moment de la catastrophe et qui est tout de suite parti. Son avion est d'abord parti pour Washington, où on pensait qu'il allait se poser à Washington, et finalement, il s'est rendu en Louisiane. Mais auparavant, il avait fait une première déclaration parlant de tragédie nationale. Le terrorisme contre notre nation ne l'emportera pas, a-t-il dit. Écoutons-le. C'est la liberté qui a été attaquée ce matin avec une rare lâcheté, et la liberté sera défendue. Je veux assurer au peuple américain que tous les moyens fédéraux sont mis en œuvre aux côtés des autorités locales pour sauver des vies et aider les victimes. Mais attention, les États-Unis pourchasseront et puniront les auteurs de ces actes lâches. Notre armée, partout dans le monde, est en état d'alerte maximale. Nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité du gouvernement. La résolution de notre grande nation est mise à l'épreuve, mais pas de malentendu, nous montrerons au monde entier que nous la surpasserons. Dieu vous bénisse.
Alors la série d'attentats d'aujourd'hui la plus grave que l'Amérique ait jamais connue, certains évoquent, on l'a entendu, l'attaque japonaise contre Pearl Harbor en 1941 qui avait décimé la flotte américaine et qui d'ailleurs avait décidé de l'engagement américain dans la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, d'autres attentats ont eu lieu, notamment à Oklahoma City, perpétrés par un extrémiste américain, mais aussi contre le World Trade Center en 1993 où une bombe posée par des islamistes condamnés par la suite avait fait 6 morts. Pierre Barretti. Le premier grand attentat anti-américain a lieu à Beyrouth au Liban. Il détruit le 17 avril 1983 l'ambassade des États-Unis. Le bilan est lourd, 63 morts, 100 blessés. Toujours à Beyrouth, le 23 octobre 1983, un camion suicide explose à l'intérieur d'une caserne de Marines. Là, 239 soldats américains sont tués. 5 ans plus tard, le 21 décembre 1988, au-dessus de l'Écosse, un Boeing de la Pan Am assurant la liaison Londres-New York est détruit par une bombe. Cet attentat libyen tue 270 passagers au total. Puis à New York, le 26 février 1993, une déflagration ébranle le World Trade Center. Une camionnette jaune contenant 400 kg de plastique explose dans la rampe d'accès d'un parking. La bombe fait 6 morts et plus de 1000 blessés. L'Amérique, qui se croyait à l'abri, découvre la panique avec l'évacuation ce jour-là des tours et de 50 000 personnes. Et les enquêteurs du FBI révéleront 3 mois plus tard que l'immeuble des Nations Unies, 2 tunnels et le pont George Washington figuraient également sur la liste, sur la cible des fondamentalistes égyptiens qui sont les poseurs de bombes. Mais le nom du cerveau de l'attentat demeurera inconnu du grand public. 18 agences fédérales de renseignement, du FBI à la CIA, sont mises à contribution pour que le sanctuaire américain du territoire demeure inviolable. Mais 2 ans plus tard, à Oklahoma City, un bâtiment du FBI est frappé par une voiture piégée. Le bilan de l'explosion du 19 avril 1995 est finalement de 165 morts, dont 19 enfants, qui se trouvaient dans la crèche du bâtiment, et de 467 blessés. L'auteur de ce massacre s'appelle Timothy McVeigh. L'homme n'est pas lié à un groupe terroriste. Cet homme est un vétéran de l'armée. Il voulait frapper l'opinion publique américaine et l'administration Clinton, qui réglementait alors les ventes d'armes à feu. Hors du territoire américain, cette fois-ci, beaucoup plus loin, au Proche-Orient, c'est à Dharan, en Arabie Saoudite, devant la base américaine militaire, qu'un camion piégé explose. La charge de dynamite tue 19 GIs et fait au total 386 blessés. L'attentat sera revendiqué un peu plus tard par le djihad islamique. Et puis, le 7 août 1998, presque simultanément, 2 bombes explosent au Kenya et en Tanzanie. Au Kenya, à Nairobi, c'est l'ambassade des États-Unis qui est visée. Là encore, un énorme camion piégé fait 247 morts, dont 12 diplomates américains, et blesse 1000 personnes. En Tanzanie, c'est la mission diplomatique américaine à Dar es Salaam qui est visée. L'engin tue 10 personnes et en blesse 80. Dans les 2 cas, une organisation islamique inconnue, Armée islamique pour la libération des lieux saints, revendique ces derniers attentats. Mais dans cette nébuleuse de groupuscules terroristes, seuls les services de renseignement savent réellement qui est responsable de quoi. Alors dans toutes les capitales occidentales, c'est bien sûr l'effarement. Tout le monde se dit profondément touché, frappé par ce drame aux États-Unis. L'armée de l'air française, par exemple, a été mise en état d'alerte. Les bâtiments de l'OTAN sont sous surveillance. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'ont décidé les autorités italiennes, Maurice Olivari? Elles ont décidé immédiatement de mettre également toutes leurs bases militaires en état d'alerte, la base militaire italienne, et bien évidemment d'étendre cette mesure à l'ensemble des bases militaires présentes sur le territoire italien, notamment des fameuses bases de l'OTAN, dans lesquelles, bases aussi bien navales qu'aériennes, la présence américaine est extrêmement importante, que ce soit en hommes ou en matériel. Donc toutes ces bases sont sous état d'alerte permanent. Il est aussi bien dans le nord à Viane que dans le sud à Naples. Le dispositif est bouclé. Et il a été bouclé pratiquement dans le courant de l'après-midi, à peu près 1 heure, 1 heure et demie après le premier attentat. C'est-à-dire que la réaction a été extrêmement rapide. Alors également, dispositif de sécurité un peu partout en Italie, au niveau des ambassades et au niveau des aéroports. Pour avoir moi-même pris l'avion ce soir assez tard pour venir ici à Rome, eh bien, le dispositif de sécurité est extrêmement serré. Les portiques, par exemple, dans les aéroports ont été beaucoup plus sensibilisés. Il est pratiquement maintenant impossible d'oublier dans une poche de sa jaquette, de son manteau, un passeport par exemple. Il est aussitôt détecté. C'est-à-dire que les autorités italiennes sont extrêmement sensibles et vivent minute après minute ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Et est-ce qu'il y a eu des conversations, Maurice, entre ces autorités italiennes et les Américains, leurs homologues européens? Il y aura sans doute une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles demain.
où il y a actuellement même, il n'est pas encore fini, une réunion du Conseil des ministres ici à Rome, italien, et Silvio Berlusconi, dit-on, est en rapport permanent avec ses homologues américains. Silvio Berlusconi qui se prépare dans quelques instants à faire une déclaration, sans doute qui tournera autour de la solidarité du peuple italien à l'égard des événements qui se déroulent actuellement aux États-Unis. Merci beaucoup Maurice. Alors avant de discuter et d'interroger notre invité pilote de ligne, François Grangier, qui est lui est même expert en enquête et accidents, je vous propose également d'écouter le témoignage d'un autre pilote qui lui a vécu un détournement d'avion. Il raconte donc au micro d'Anne-Marie Blanchet. À partir du moment où on vous donne des ordres et que les terroristes sont armés, il ne reste qu'une seule chose à faire, obéir. Il m'avait tout de suite enlevé mon micro et donc je ne pouvais plus parler au contrôle aérien. Je n'avais plus qu'une seule chose à faire, à changer dans mon transpondeur, le code de transpondeur pour avion détourné. Mais je n'avais pas le droit de toucher à quoi que ce soit, donc je n'ai pas pu changer le code du transpondeur. Et quand il m'a donné l'ordre de me diriger sur Benghazi, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, mon transpondeur sur les écrans radars du contrôle aérien reflétait une route qui n'était plus la mienne. Et je tournais à gauche alors que j'aurais dû aller tout droit par rapport à ce qui était prévu. Et le contrôle aérien d'Athènes m'appelle, je ne réponds pas et pour cause, je n'avais pas de micro. Et il y avait un avion d'Air France à 37 000 pieds qui m'appelle en se disant peut-être c'est une propagation hertzienne qui est mauvaise. Il me dit réponds, je ne pouvais pas répondre. Et le contrôle aérien a tout de suite compris, comme je gardais mon altitude, que j'étais détourné. Alors nous verrons plus complètement le témoignage donc d'un autre pilote de ligne qui est sur notre plateau, mais tout de suite nous rejoignons Ulysse Cosset à Washington. Alors Ulysse, on va essayer peut-être de faire avancer un tout petit peu. Ça fait depuis le début de l'après-midi qu'au fond vous êtes à l'antenne avec tous nos envoyés spéciaux pour nous expliquer ce qui s'est passé. Alors tout d'abord Ulysse, où se trouve en ce moment George Bush ? Eh bien, aux dernières nouvelles, il se trouvait sur une base militaire de l'US Air Force en Louisiane. C'est là qu'il s'est posé après avoir décollé de Floride en fin de matinée heure de Washington, c'est-à-dire pour vous en début de soirée. Et il s'est posé subitement, de façon tout à fait impromptue, sur cette base de Louisiane, pour des raisons, semble-t-il, de sécurité et pour permettre aux autorités à Washington de s'assurer qu'il n'y avait plus aucune menace, ni contre la Maison-Blanche, ni contre Air Force One, l'avion du président des États-Unis. Il s'est posé là-bas, il a fait une courte déclaration disant que la sécurité des Américains allait être assurée, qu'il avait déclenché une alerte maximum dans tous les États-Unis et qu'il s'engageait à retrouver et à punir les terroristes. Depuis, on n'a pas eu véritablement de nouvelles de George Bush. Je pense qu'on ne saura pas d'ici quelques heures où il est véritablement, jusqu'au moment où il aura réintégré, entre guillemets, la Maison-Blanche. Je suis actuellement devant le Pentagone et vous voyez sans doute derrière moi la fumée qui continue à sortir du bâtiment. Le feu n'est toujours pas maîtrisé à l'intérieur, nous dit-on. Il y a des victimes, mais on ne sait pas encore combien. Ce que l'on sait, c'est qu'à l'intérieur du Pentagone, derrière moi, se trouve le secrétaire à la Défense, c'est-à-dire le ministre de la Défense des États-Unis, et que dans les salles blindées qui se trouvent au sous-sol, à l'intérieur, au cœur même du building, eh bien, le ministre Rumsfeld continue donc à suivre la situation et à essayer de gérer cette crise absolument hallucinante qui s'est abattue sur les États-Unis. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui se trouvaient tout de même dans ce bâtiment du Pentagone au moment du crash ? Non, pas véritablement. Les militaires, comme vous le savez, sont assez secrets. Ils n'ont pas encore donné d'informations précises à ce sujet. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que le FBI était chargé de l'enquête. Ils ont pour l'instant refusé de nous dire combien de personnes avaient été victimes de l'attentat au sein de l'immeuble du Pentagone. Je dois vous dire qu'il est extrêmement difficile d'avoir des informations car toutes les routes autour du Pentagone sont absolument bloquées, paralysées. Pour arriver ici depuis le cœur de Washington, j'étais à la Maison-Blanche dans le journal de 20 h et pour venir de la Maison-Blanche jusqu'au Pentagone, en théorie, ça vous prend maximum 10 minutes et là, il nous a fallu près d'1 heure et demie. Tout est bloqué. C'est absolument incroyable ce que nous vivons en ce moment à Washington. Le centre de la ville est complètement paralysé, immobilisé. Et si les terroristes, en plus des dégâts qu'ils ont causés à New York et au Pentagone, ont réussi autre chose, c'est à quasiment paralyser la capitale des États-Unis et une bonne partie de la côte Est. Actuellement, derrière moi, il y a un balai d'hélicoptères impressionnant, équipé parfois de protection antimissiles, car on ne sait pas encore si toutes les menaces ont été écartées. Les enquêteurs arrivent sur place, les pompiers sont sur place, c'est une extraordinaire pagaille
Et en venant ici, ce qui était très frappant et très intéressant, c'est que toutes les rues étaient désertes. On a l'impression que les employés fédéraux, ceux qui travaillent dans les ministères, des dizaines de milliers de personnes ont quitté Washington. Washington, on peut le dire, a été quasiment évacué. Ulysse, enfin, est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus sur cet avion qui s'est écrasé à Pittsburgh? Certains ont parlé d'attaque par les forces aériennes américaines de cet avion. Est-ce que l'on en sait un peu plus? Écoutez, c'est effectivement une information qui circule. On indique qu'à bord de l'avion, des gens auraient appelé les autorités en disant que l'avion avait été détourné par des pirates de l'air. Et l'armée de l'air américaine serait intervenue. C'est une rumeur qui n'est absolument pas confirmée. Donc effectivement, on en fait état dans les cercles bien informés, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt et il est impossible de le dire. Mais effectivement, il y a cette hypothèse que cet avion aurait pu être abattu par un avion de chasse américain pour l'empêcher d'atteindre une cible éventuelle. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout confirmé, ce n'est qu'une rumeur. Ce que l'on sait de façon certaine, c'est que plusieurs avions de chasse américains, notamment des F-16 et des F-18, ont décollé ce matin lorsque l'on a compris qu'il y avait une terrible menace qui pesait non seulement sur Washington, sur la Maison-Blanche, sur le Pentagone. Ces avions ont décollé pour essayer éventuellement d'empêcher un autre attentat et éventuellement intercepter des avions kamikazes détournés par des terroristes. Mais à l'heure qu'il est, encore une fois, il est impossible de dire ce qui est véritablement arrivé à cet avion qui s'est écrasé à Pittsburgh. Dernière question, Ulysse, est-ce qu'on a le sentiment que d'autres attaques dans les heures qui viennent peuvent avoir lieu? Vous nous avez dit que bien sûr toute la ville est en état d'alerte, que New York également est en état d'alerte, mais est-ce que l'on redoute au fond une autre attaque kamikaze comme celles qui se sont produites ce matin? Rien n'est exclu. Vous savez que pour l'Amérique, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme un énorme tremblement de terre politique, c'est une situation de guerre. Je suis devant le Pentagone est touché au cœur, il y a des militaires partout, des agents du FBI, la police. On sait qu'il peut y avoir peut-être une autre attaque, ce n'est pas exclu et donc toutes les précautions sont prises. On nous dit que l'alerte qui est engagée ici, c'est l'alerte Delta, c'est-à-dire l'alerte la plus haute dans les différents degrés d'échelle des alertes des militaires américains. Actuellement, tout est fait pour évidemment empêcher une nouvelle attaque suicide, mais encore une fois, personne ne peut dire qui sont les terroristes, d'où ils viennent, combien ils sont. Ce dont on est certain ici ce soir, c'est que l'organisation qui a été mise en place pour frapper l'Amérique au cœur, en même temps à New York et à Washington de façon aussi précise, aussi organisée, cette organisation devait être extrêmement bien montée. Et ce qui surprend ici beaucoup, c'est que personne n'en ait rien su, que la CIA, que les services de renseignement militaires, que le FBI n'aient pas décelé le moindre signe qu'un attentat se préparait, un attentat d'une telle ampleur contre les États-Unis. Alors qu'à l'année faite, comme vous le savez, le FBI ne cesse d'interroger ses ordinateurs, de suivre les terroristes potentiels. Vous savez que Osama Ben Laden est poursuivi par les services secrets américains depuis maintenant plus de 2 ans. Et donc on aurait pu imaginer qu'avec des moyens colossaux que sont ceux de l'Amérique, on puisse au moins avoir des signes, des indices. Mais ce matin, c'est un véritable aveu d'échec, un aveu d'impuissance, malgré les milliards de dollars dépensés par les services de renseignement américains. Merci beaucoup, Ulysse. Et puisque vous nous parliez de toutes ces hypothèses en matière de terrorisme, et vous tentiez d'expliquer comment ces commandos avaient pu agir contre les intérêts américains de façon aussi dramatique, eh bien, évoquons-les. Donc le FPLP tout d'abord, le FDLP, ça a été démenti par la suite. Ensuite, on a parlé donc d'Oussama Ben Laden, ce terroriste islamiste milliardaire qui a beaucoup de moyens et qui aurait pu organiser ces commandos. Alors essayons de voir toutes ces hypothèses avec Axel Girard. D'un camp d'entraînement en Afghanistan aux écoles des martyrs du djihad islamique, en passant par les massacres du GIA en Algérie ou en France, difficile de cerner avec précision la nébuleuse islamiste terroriste. Un homme joue aujourd'hui un rôle pivot, peut-être même de chef d'orchestre, Oussama Bin Laden, à la fois financier, chef militaire et tête pensante. Son organisation, Al-Qaïda, est riche à milliards. Elle dispose d'une armée de 5000 hommes. Elle est surtout en relation avec une trentaine de mouvements islamistes radicaux partout à travers la planète. Des contacts mis en évidence en France. Ainsi, Rachid Ramda, le financier présumé des attentats de 95, était en relation avec Bin Laden. Pour les magistrats antiterroristes, ce n'est pas le seul exemple, loin s'en faut. Tous ces groupes-là ont quand même des connexions. On a bien vu au travers de nos dossiers des gens qui vont s'entraîner, qui viennent des Philippines, d'autres qui vont en Tchétchénie. On sait que des Philippins, des gens de Tchétchénie et d'autres pays encore vont s'entraîner dans les camps d'Afghanistan. Alors, ces commandos islamistes, s'ils sont derrière ces attentats, ont-ils pu agir seuls? Pour les spécialistes du terrorisme, rien n'est moins sûr. Moi, je pense que c'est une opération de service qui ressemble à un terrorisme d'État, sans accuser personne, mais qui a probablement donné
ses moyens militaires, ses moyens de services de renseignement, ses moyens techniques à des groupes terroristes kamikazes qui ont opéré sur place. Des relations entre États et mouvances islamistes qu'il va maintenant falloir analyser pour tenter de comprendre. Alors en tout cas, ces terroristes ont agi en prenant en otage, je dirais, les passagers d'avion, les pilotes de plusieurs avions, de 4 avions. Ils les ont détournés et ont finalement atteint leur cible. Ce sont des kamikazes qui ont agi. Donc avec nous, François Granger, qui est pilote de ligne. D'abord, vous avez eu vous-même d'expérience de détournement ? Fort heureusement, non. Oui. Le détournement n'est pas quelque chose d'agréable pour un pilote. C'est difficile à traiter, on ne sait pas quelle en est l'issue, et heureusement, c'est une situation qui reste exceptionnelle. Alors, comment d'abord expliquer que ces terroristes aient pu monter dans les avions ? Je pense que, étant donné le chronométrage de l'opération et l'envergure de l'opération, il était clair que tout était parfaitement organisé. Il était clair également qu'ils devaient bénéficier de moyens importants. Qui dit moyens dit finance, et donc ils ont très certainement pu s'entourer de la complicité de certaines personnes sans peut-être dire quelles étaient la nature exacte de leur volonté, mais toutefois faire passer un colis, par exemple avec une arme dedans. Enfin, ils étaient eux-mêmes armés, les armes, ils les avaient sur eux forcément pour prendre on ne peut pas dire encore quelle a été la nature exacte du chemin qu'ils ont emprunté pour se rendre dans ces avions. On ne peut pas dire non plus si effectivement ils portaient les armes sur eux. C'est l'enquête qui le déterminera. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans cet avion, la situation a dû être brutale, très brutale, que les pilotes ne sont pas restés aux commandes. Oui, vraisemblablement. Sinon, le pilote fait tout pour poser et faire écraser son avion sur autre chose qu'une habitation. Si le pilote est là, il fera en sorte qu'il ne s'écrase pas. Il limitera les dégâts ou il empêchera. Étant donné la trajectoire suivie par l'avion, il est clair qu'il y avait une volonté délibérée de la personne aux commandes d'arriver exactement à cet endroit-là. Aucun pilote n'aurait accepté d'obéir à un ordre de ce type. Aucun. Même avec un revolver sur la tempe, un pilote sait très bien que quand on jette un avion sur un immeuble, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Donc entre la mort instantanée ou la mort quelques minutes plus tard, il est évident que le choix est vite fait. Ça veut dire que selon vous, vraisemblablement, ils étaient 2 à bord de chaque avion, forcément, pour effectuer ces dernières manœuvres de pilotage avant l'écrasement ? Je pense qu'il faut au moins, effectivement, 2 personnes. Il y a 2 pilotes dans les avions, on peut pas... Au moins 2. Au moins 2, oui. Il y a 2 pilotes dans un avion, plus éventuellement le personnel de cabine qui est à l'entrée. Donc il faut immobiliser la totalité des personnes en une seule fois. On ne peut pas dire tranquillement au commandant de bord de rester assis sur son siège pendant qu'on exécute le copilote, ni le contraire. Donc il est évident qu'il devait y avoir un certain nombre de personnes dans cet avion. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Je n'en sais rien. Cela dit, il est vraisemblable que les gens qui ont pris le contrôle de l'avion avaient bénéficié d'un entraînement. Un entraînement au pilotage, sommaire, certes. Enfin, ils savaient plus ou moins piloter les avions. Oui. C'est pas compliqué de diriger un avion une fois qu'il est en l'air. Il ne faut pas croire que c'est une chose vraiment difficile. Ce qui est difficile, c'est de le piloter avec précision, dans les règles de l'art. C'est un métier. Mais une fois que l'on a compris les mouvements simples de l'avion, on peut arriver à gérer une trajectoire. Si par des conseils avisés, on prend le contrôle de l'avion à une position qui est favorable, on peut même ne pas avoir grand-chose à faire pour arriver jusqu'à ce fameux World Trade Center. Il faut tout de même survoler New York pendant un certain temps avant d'arriver... Or, le survol est interdit, le survol de la ville est interdit. Le survol de la ville est interdit en dehors des trajectoires publiées. Mais cela dit, il y a quand même des trajectoires qui passent très près de la ville, à quelques dizaines de secondes de vol lorsque l'on va vite. Donc il suffit de dévier l'écart est vraiment simple. Sur le film qui montre la trajectoire du deuxième appareil qui a été clairement filmé, on voit qu'il y a une légère inclinaison vers la gauche au dernier moment. Il tourne, oui. En fait, la personne aux commandes n'était pas un homme de l'art. Si on me demandait de jeter un avion sur un immeuble, je peux vous dire que ça serait au milieu de l'immeuble et sans aucun écart de dernière minute. Donc effectivement, la personne ne devait pas bénéficier d'un grand entraînement. D'ailleurs, il a été très proche de louper sa cible, puisqu'on voit que c'est l'aile gauche qui a touché à l'angle de l'immeuble. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu prise de contrôle très violente et il y a eu acte de kamikaze avec toute l'organisation que ça suppose et qui est vraiment énorme. Et dans ces cas-là, évidemment, pratiquement imparable. Merci beaucoup François Granger. Je vous propose maintenant de rejoindre Sébastien Ambert qui se trouve au siège de l'OTAN à Bruxelles, où bâtiment qui a été également mis en état d'alerte, Sébastien.
Oui, tout à fait. Dès le milieu de l'après-midi, le siège de l'OTAN ici à Bruxelles a été complètement évacué. Une partie du personnel de l'OTAN est également rentrée chez soi à la demande de George Robertson, le secrétaire général de l'OTAN qui s'est adressé à eux. Je dois vous dire que Guy Verhofstadt, le Premier ministre belge, le président du Conseil européen, s'est exprimé. Et il a parlé d'actes de barbarie. Il a d'ailleurs officiellement parlé de la solidarité de l'Union européenne avec les Américains. Alors je vous le disais, George Robertson, le secrétaire général de l'OTAN, s'est exprimé aussi. Il condamne les attaques, il a adressé ses sympathies au peuple américain. Il parle ce soir, je le cite, d'actes barbares intolérables à la démocratie. Et il appelle la communauté internationale à faire front pour combattre le fléau du terrorisme, ce sont ces mots. Un conseil extraordinaire des 19 ambassadeurs de l'OTAN s'est tenu dans la soirée. Et puis tout au long de la soirée et de la nuit, eh bien, nous allons attendre les réactions des différentes personnalités politiques et militaires. Romano Prodi, le président de la Commission européenne, doit s'exprimer. Demain, vous le savez, un conseil extraordinaire européen des ministres des Affaires étrangères doit également se tenir à Bruxelles. Merci beaucoup Sébastien. Alors avant de rejoindre Gilles Boulot à Londres, deux petites précisions. Tout d'abord, Israël a décrété un jour de deuil, à la mémoire des victimes de ces terribles attentats. Et puis également, le djihad islamique a dément avoir participé à ces attentats. Alors Gilles, on a entendu, tout le quartier de la City a été évacué. C'est également une mise en état d'alerte d'un certain nombre de bâtiments. Réaction très vive des autorités britanniques qui sont donc très solidaires des Américains. Oui, ils le sont traditionnellement et là ils le sont encore plus parce que d'un point de vue très pratique, vous savez, il était environ 15 heures, heure de Londres, quand l'attentat s'est produit dans la plus grande incrédulité finalement à Londres. Et tous ces gens, ces dizaines de milliers de personnes, de brokers, de golden boys, de gens qui travaillent dans la banque et dans la finance et l'assurance à la City, étaient en contact téléphonique avec leurs collègues, leurs amis qui eux travaillaient de l'autre côté de l'Atlantique dans le World Trade Center. Et tout d'un coup, certaines lignes téléphoniques se sont arrêtées. Ils étaient en train de négocier de l'argent, des prêts, et tout d'un coup, ils ont vécu par téléphone ce qui se passait à New York. Donc il y a eu vraiment, non pas de la panique, mais un début de psychose. Et alors, cette psychose a été partiellement désamorcée par le fait que tout a donc été évacué, que le ciel de Londres, qui d'habitude est extrêmement bruyant, il y a 5 aéroports autour de Londres et les avions décollent à cadence extrêmement rapprochée au-dessus de la capitale britannique. Ce soir, il règne un calme presque surréaliste et presque inquiétant. Pas un seul avion, sur ordre de Tony Blair, n'est autorisé à survoler, à décoller ou à atterrir à Londres ou dans l'un des 5 aéroports qui encerclent Londres. Donc c'est très étrange. Vous le disiez il y a un instant, tous les points névralgiques ont été placés sous extrêmement haute surveillance. Au-delà des frontières du Royaume-Uni, tous les ressortissants britanniques ont été invités à ne pas sortir de chez eux, à ne pas s'exposer dans les pays qui sont jugés à risque, ce qui comporte une cinquantaine ou une soixantaine de pays dans le monde. Donc, vous voyez, les choses sont prises extrêmement au sérieux, au-delà de ce que vous disiez il y a un instant, à savoir la solidarité traditionnelle de Tony Blair et des premiers ministres britanniques en général avec leurs homologues américains. Alors Gilles, tout à l'heure, dans le journal de Patrick Poivre d'Arvor, vous évoquiez le témoignage d'un journaliste, témoignage passionnant, sur les menaces de Oussama Ben Laden à l'encontre des intérêts américains. Est-ce que l'on en sait un petit peu plus ? Oui, on en sait beaucoup plus. Alors ce journaliste est un monsieur de 45 ans à peu près. Il est le rédacteur en chef d'un journal quotidien arabophone, édité ici à Londres, qui s'appelle Al-Quds. Et ce monsieur est tout simplement ce soir l'homme le plus, non pas recherché, mais le plus courtisé de Londres. Toutes les télévisions cherchent à avoir son témoignage. Nous-mêmes, nous allons vous le diffuser dans quelques instants, ce témoignage, nous vous le proposons. Mais la difficulté est que la déclaration qu'il a faite cet après-midi était par écrit, plutôt par oral, mais en tout cas pas enregistrée par une radio ou par une télévision. Et comme je le disais il y a 2 heures environ, il s'était beaucoup avancé en disant: il y a 3 semaines, j'ai été en contact avec les gens, avec le camp de Ben Laden, et ils m'ont affirmé qu'une opération d'une ampleur inouïe, jamais vue, était en cours. Et alors là, ce journaliste est actuellement cuisiné, si l'on peut dire, par toutes les radios, par toutes les télévisions, qui essaient de lui faire préciser ses propos, de les faire non pas démentir, en tout cas vraiment préciser, comme je le disais il y a un instant, et donc les choses ne sont pas tout à fait claires. En revanche, ce qui plaide pour la crédibilité de ses propos, c'est qu'il connaît Ben Laden. Ils sont très rares ceux qui connaissent Ben Laden, très rares ceux qui ont pu aller dans son repère en Afghanistan, très rares ceux qui ont pu connaître l'homme Ben Laden. Et lui,
le connaît, il parle sa langue, ils se connaissent intimement, et donc ces propos peuvent vraiment être d'une certaine crédibilité, d'autant plus que les experts ici, qui connaissent bien le monde islamique, qui est très développé à Londres et en Angleterre, parce que la liberté de parole est grande et qu'un certain nombre de groupes islamistes prospèrent à Londres et dans la région de Londres, les experts, comme votre expert il y a un instant sur le plateau de TF1, essaient justement de reconstituer le scénario de ce quadruple détournement d'avions. Et tous s'accordent à dire, pour avoir l'infrastructure, l'intendance, l'argent et le temps d'organiser ce quadruple détournement d'avion avec cette précision chronologique, il faut au moins le soutien de quelqu'un qui soit aussi riche et organisé que Ben Laden. Et tous se disent, cet homme-là ne peut pas avoir ignoré ce qui se passait. Pas forcément avoir organisé, mais ne pas avoir ignoré. Le deuxième élément qui plaide en faveur de cette thèse, c'est le fait que ces gens-là n'aient jamais été découverts. Jusqu'à ce matin, heure de New York et de Washington, rien n'avait fui, rien n'avait transpiré. Ni au MI5, ici au service secret britannique, ni à la CIA, personne ne savait rien. Et pour que rien ne transpire, pour que rien ne se sache, il faut une extrême maîtrise et il faut du temps. Et le dernier élément, pour en finir, c'est le fait que seul Ben Laden, semble-t-il, toujours selon ces experts britanniques qui connaissent bien ce milieu islamiste radical, seul Ben Laden et ses hommes peuvent implanter, comme l'on dit, des agents dormants pendant des mois et des années. Il semble que, au contrôle aérien à New York, dans les tours de contrôle, dans les aéroports, il semble qu'il ait été nécessaire, indispensable même, de mettre en place des agents dormants depuis des années, qui n'ont rien fait, qui se sont tus, et qui, au moment T, à l'instant T, aujourd'hui, il y a quelques heures, se sont réveillés, ont appuyé sur le bon bouton, ou au contraire se sont abstenus d'appuyer sur le bon bouton, pour que ce quadruple détournement de compagnies intérieures américaines soit possible. Voilà donc ce soir l'état, ce ne sont pas des spéculations, ce ne sont pas des rumeurs, mais l'état de la réflexion convergente et presque bouillonnante ici à Londres, parce que nous sommes l'une des capitales finalement de l'islamisme, en dehors effectivement du Pakistan et de l'Afghanistan. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces précisions, et puisque vous parliez de ce quadruple détournement d'avion, je vous propose de revoir les images les plus terribles de ce drame. Donc ces deux avions qui sont écrasés sur les tours du World Trade Center, cet autre appareil qui s'est écrasé sur le bâtiment du Pentagone à Washington. Bilan pour le moment encore évidemment imprécis, vraisemblablement très très lourd. Image commentée par Sylvie Pinatel. À l'heure où des dizaines de milliers de New-Yorkais se rendent au bureau, peu avant 9h locale, un premier avion percute l'une des deux tours du World Trade Center. On croit alors encore à un accident. Mais 18 minutes plus tard, alors que les télévisions américaines diffusent en direct les images de la catastrophe, un autre appareil s'écrase sur la deuxième tour. Il est 10h28, heure locale. Des personnes prises de panique, sans autre espoir, sautent dans le vide avant que les deux immeubles ne se désintègrent entièrement. Des milliers de tonnes de débris tombent dans tout le quartier, faisant craindre un terrible bilan, notamment parmi les centaines de sauveteurs qui avaient accouru de tous les quartiers. Au même moment, à Washington, cette fois, un avion s'écrase près du Pentagone, déclenchant une gigantesque explosion. Plus de 20 000 personnes travaillent dans cet immeuble. La Maison-Blanche, le Capitole, le département du Trésor sont évacués, alors qu'un troisième avion s'écrase à Pittsburgh, en Pennsylvanie. En tout, ce sont 3 avions suicides, victimes chacun d'un détournement, qui ont donc détruit les symboles de la puissance financière et militaire de l'Amérique. Le bilan de ces attentats sans précédent sera sans doute, comme l'a annoncé le maire de New York, terrifiant. Alors, Loïc Bérou, vous êtes en direct de New York. Est-ce que tout d'abord, on peut essayer de donner un dernier bilan de ce drame, ou est-ce que c'est toujours impossible? Non, ce serait extrêmement présomptueux de notre part de donner un bilan de ce drame clair. Vous avez mentionné des chiffres. On estime qu'il y a à peu près 50 000 personnes
dans les 2 tours du World Trade Center, peut-être 20 000 personnes au Pentagone. Heureusement, seules 30 d'entre elles seraient blessées d'après les dernières informations dont je dispose. En revanche, je voulais, si je puis me permettre, rebondir un peu sur les informations qu'avait données Gilles Boulot dans son intervention de Londres auparavant. Il semble, d'après le début de polémique qui est en train de se dérouler aux États-Unis, que la sécurité dans les aéroports n'était pas une préoccupation majeure des administrations récentes. J'ai entendu ce matin, pour l'anecdote, un Américain qui me disait « On le savait tous que la menace, c'est pas les missiles nucléaires de Corée du Nord ou d'Irak, la menace, c'est la menace domestique interne. » Et on peut dire que Gilles Boulot évoquait les complicités éventuelles dans le personnel de sécurité des aéroports. On sait qu'aux États-Unis, ce personnel de sécurité est du personnel temporaire, extrêmement peu qualifié, extrêmement peu rémunéré. Et beaucoup d'entre eux, je peux en témoigner pour voyager beaucoup dans ce pays, ne parlent pas même l'anglais, et qu'il doit être relativement facile d'y infiltrer des agents doubles de quelque origine qu'ils soient. Alors, l'ordre des priorités de George Bush était effectivement, on l'a dit, la guerre des étoiles, 8 milliards de dollars cette année dans le budget du Pentagone, apparemment pas la sécurité intérieure et la menace principale qu'on estimait ici aux États-Unis, qui est celle du terrorisme, qu'il soit domestique comme à Oklahoma City en 1996, ou qu'il soit tragiquement étranger comme ce semble être le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Loïc. Alors je me tourne maintenant vers notre invité qui nous vient des États-Unis. Vous êtes un journaliste, Tom Sankton, vous étiez ancien directeur de Time Magazine. C'est un événement sans précédent pour les Américains. On n'avait pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui va compter pour George Bush maintenant? Comment le président américain va pouvoir réagir, riposter? Il faut qu'il montre la force d'une manière ou d'une autre. Donc c'est impensable que George Bush ne riposte pas d'une manière ou d'une autre et très fortement. Donc son problème dans un premier temps, c'est d'essayer d'identifier les auteurs présumés de cette action et deuxièmement de trouver une réaction adéquate aux événements qu'on a vus. On parlait tout à l'heure, j'entendais Loïc Bérou parler de ce problème qui s'était posé dans les aéroports. Un début de polémique semble peut-être net sur la sécurité. Oui. Est-ce que effectivement c'est une question que se posent les Américains? Certainement, je crois que nous nous posons tous cette question. Comment est-ce qu'un pays qui avait tous ces dispositifs de renseignement, de sécurité, des pouvoirs, puissances militaires sans pareil dans le monde, comment ce pays se laisse prendre en victime des attentats de cette envergure? Là, un pays comme les États-Unis qui écoute les alliés pour les secrets industriels, par exemple, qui a une envergure pour prendre des renseignements partout, à n'importe quel moment. Comment ce pays n'avait pas les moyens d'intercepter des communications entre les partisans de cette action certainement très, très bien coordonnée, qui aurait nécessité des communications et beaucoup de préparation. Donc ça, c'est une question que nous nous posons aujourd'hui. Comment on explique cette lacune de sécurité? Et comment aussi n'a-t-on pas pris au sérieux les menaces de Ben Laden, puisqu'il y avait eu des menaces? Oui, alors là-dessus, je vais vous dire que Ben Laden fait des menaces pareilles toutes les semaines. Moi, j'ai des collègues qui l'ont interviewé. Il y a 2 ans, 3 ans, il dit toujours: on va frapper les Américains, des actions sans précédent. Alors moi, je ne prête pas trop d'importance à cette déclaration récente, parce que ça n'a rien de nouveau dans la bouche de Ben Laden. Alors on va peut-être écouter Loïc Bérou. Loïc, vous avez écouté notre confrère et ami américain. Quelle peut être aujourd'hui la réaction de George Bush? Comment peut-il reprendre la main et au fond riposter à ces attaques terribles? Ce qui est sûr, Claire, c'est que ça va être un test, et un test terrible, que sans doute aucun président n'a connu, aucun général depuis Dwight Eisenhower en 1945, de sa crédibilité et de son autorité. Alors comment va réagir George Bush? Il est attendu au tournant sur ce terrain, évidemment, puisque sa crédibilité, son autorité, son leadership, dit-on en américain, ont été ouvertement mis en cause depuis sa prise de fonction le 20 janvier dernier. Alors il y a déjà parmi les faucons du Pentagone, on parle déjà d'une guerre. Comme en 1945, nuke them all, attaquons-nous aux Afghans ou aux talibans ou à Osama Ben Laden, comme nous l'avons fait avec les Allemands et les Japonais. Vous imaginez bien que les choses ne sont pas aussi simples, mais pour l'instant, il est clair, d'après ce que j'entends à Paris, à Londres et même ici, puisque dans l'océan Atlantique, il se trouve
juste à côté de moi, il y a 2 porte-avions américains qui se préparent à venir aux abords de New York, aux abords de Manhattan pour protéger. Il y a beaucoup de gesticulations militaires et George Bush, c'est un challenge extrêmement compliqué qu'il aura à relever. Mais je voulais aussi rebondir sur les propos de votre interlocuteur. Vous savez que la dernière grande menace, ça avait été le millénium. Vous vous rappelez, au tournant du siècle, on parlait beaucoup de ce risque d'attentat qui était terrible, et New York en particulier, et Times Square était visé. Et vous vous rappelez qu'à cette époque, il y avait eu un certain nombre d'arrestations de ressortissants algériens à la frontière canadienne et que des réseaux avaient été démantelés par Interpol, par la police belge, par la police française. Peut-être pensait-on qu'Oussama Ben Laden n'avait pas les moyens de ses ambitions, malgré les terribles mises en garde qui avaient été lancées, y compris ici aux États-Unis et très récemment, contre la menace terroriste persistante. Alors Loïc, pendant que vous parliez, on a aperçu des images d'un immeuble qui, me dit-on, se trouve donc juste à côté du World Trade Center et qui semblerait peut-être menacé de s'effondrer sous, bien sûr, le choc des explosions, des crashs aériens et de l'effondrement des 2 tours du World Trade Center. J'apprends également que le dernier avion qui s'est écrasé près de Pittsburgh et qui aurait peut-être été abattu, mais ça évidemment c'est à prendre au conditionnel, semblait se diriger vers Camp David. Et c'est pour cela que la chasse américaine serait entrée en action. Est-ce que Tom Sankton, vous en savez un petit peu plus sur ça? Est-ce que cette hypothèse... Je n'ai pas d'autres informations, mais je sais qu'il y avait des avions militaires qui avaient pris en chasse plusieurs avions de ligne qui avaient quitté leur couloir. Et donc, si cet avion s'est dirigé vers Camp David, ça ne m'étonnerait pas que la défense aérienne américaine entre en action, surtout après les 2-3 autres attentats de la journée. Alors, à ce moment-là, je crois qu'ils n'auraient pas hésité à abattre cet avion. Mais ça, ça reste au conditionnel. C'est une hypothèse. Voilà les images d'ailleurs de Pittsburgh et de la catastrophe aérienne qui s'est donc produite près de Pittsburgh. Est-ce qu'aujourd'hui, Tom Sankton, on va reprocher à George Bush ses prises de position à l'égard d'Israël et des pays arabes? C'est possible, c'est possible. Vous savez, après un événement, c'est toujours facile, avec une vue en arrière, un peu de trouver telle ou telle faute ou fausse manœuvre qu'on a fait. Je crois qu'il y aura une polémique terrible. Mais aussi sur d'autres sujets, parce que on ne sait pas qui sont véritablement les auteurs de l'attentat. Mais on peut dire que George Bush a tout fait pour isoler les États-Unis dans l'opinion mondiale, non seulement sur le dossier du Moyen-Orient, mais aussi sur l'environnement, Kyoto, sur la justice internationale, sur la défense antimissile, sur tout un tas de dossiers. Il avait l'air de se mettre vraiment à l'encontre de l'opinion et du courant du reste du monde. Donc on peut imaginer que beaucoup de choses soient reprochées à George Bush, pas seulement sa gestion du dossier du Moyen-Orient, mais une façon vraiment de mettre les États-Unis dans une position d'être le public ennemi numéro 1 mondial aux yeux de ses critiques. Donc moi je m'attendrais à beaucoup de polémiques là-dessus. Alors voici des images de New York qui nous parviennent, vraisemblablement des décombres donc de ces 2 tours du World Trade Center qui dominaient la ville, qui étaient le symbole du capitalisme américain et qui donc ont disparu, qui n'existent plus et qui se sont effondrées. Elles abritaient vraisemblablement, quand le drame s'est produit, vers 9 h du matin, peut-être 25 000 personnes et on imagine que le nombre de victimes de cette catastrophe est très important. Loïc Bérou, vous nous écoutez. Est-ce que vous avez le sentiment que ce début de mandat de George Bush, je dirais, est particulièrement difficile? On peut aussi évoquer la situation économique qui vient par-dessus tout, et on va en parler dans un instant avec Jean-Marc Sylvestre. C'est tout de même un début de mandat extrêmement dur. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, Claire, jamais aucun président américain n'avait eu à affronter un tel challenge, et on l'attend vraiment au tournant politique, parce que je n'ose pas imaginer, nous sommes encore très près des faits, Claire, je n'ose pas imaginer le retentissement que va avoir ce soir, demain, dans les jours, dans les semaines qui viennent, le retentissement que va avoir cette terrible humiliation, cette terrible tragédie qui s'est déroulée. George Bush a eu 100 premiers jours relativement difficiles, mais il avait réussi à
se rétablir dans l'opinion publique, vous savez, qui est relativement indifférente aux questions internationales. Par exemple, l'opinion publique américaine est massivement favorable à la guerre des étoiles et à ces menaces coréennes ou irakiennes qu'on lui menace. Sur le terrain domestique, en revanche, la rentrée a été difficile pour George Bush, comme elle l'est pour les gouvernants en France, parce que le chiffre du chômage, vous le direz avec Jean-Marc Sylvestre, qui est sorti la semaine dernière, a été extrêmement douloureux. Mais là, je crois que le terrain économique, et malgré tout le bien que je veux à Jean-Marc, va passer vraiment à l'arrière-plan, si ce n'est par la fermeture de Wall Street et la paralysie des marchés mondiaux, par rapport au terrain politique et à la réplique qu'on attend de George Bush ce soir. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, Loïc, mais on ne peut pas absolument ignorer les retombées, je dirais, boursières et financières, car elles sont déjà considérables. On a dit que la bourse a été fermée, elle sera d'ailleurs fermée, vous l'avez dit, Loïc, demain, il faut le préciser, qu'à la City, ça a été un mouvement de panique. Paris également perdu plus de 7%. Là, ici, vous voyez, vous continuez à voir, bien sûr, les dernières images de l'attentat de New York qui nous parviennent. Donc, effondrement, Jean-Marc Sylvestre, des bourses et véritable panique sur les marchés. Oui, absolument. La bourse de New York a donc été fermée aujourd'hui, mais j'allais dire presque d'abord pour des raisons de sécurité géographique. Il faut savoir que les tours du World Trade Center sont à 2 pas de Wall Street, qui est le temple de la finance internationale. Les autorités ont d'ailleurs décidé de maintenir les bourses fermées demain. C'est un événement exceptionnel aux États-Unis. Je crois que ça ne s'était pas produit depuis 1994. Alors, sur les bourses européennes qui, elles, bien sûr, ont appris l'événement en début d'après-midi, ça a été l'effondrement automatique. Et si on fait le tour de l'Europe et des marchés financiers, on s'aperçoit qu'on a perdu entre 7 et 9% sur les différentes places financières à Paris, à Londres, à Amsterdam, Milan, Zurich. A contrario, eh bien, comme il se passe en période de crise, c'est que les valeurs refuges ont monté, l'or, le franc suisse, le pétrole également, où les opérateurs craignent des risques d'approvisionnement. En fait, les milieux d'affaires étaient déjà très déprimés, Loïc Bayrou vient d'y faire allusion, par le ralentissement économique, par une remontée du chômage. Ils considèrent qu'il y a désormais des risques majeurs sur la planète. Ils se souviennent que la guerre du Golfe a eu des effets économiques désastreux, qu'elle a coûté très cher au monde occidental, 4 années de crise économique profonde, pendant lesquelles la plupart des échanges économiques, des entreprises se sont retrouvées paralysées. Les terroristes ont attaqué là des édifices qui sont très symboliques du système économique international, du capitalisme mondial, de la puissance américaine, des édifices qui, au demeurant, sont théoriquement parmi les mieux protégés des États-Unis. Ils ont voulu montrer que finalement l'Amérique, eh bien, était relativement fragile, relativement vulnérable. Et les images que nous n'avons pas cessé de voir toute la journée ont littéralement tétanisé les agents économiques. Des images de guerre, bien sûr, littéralement. Alors on va rejoindre